C'est alors que Thomas Edison, par l'odeur alléchée, mais Edison s'en fiche. Tu vois ce petit mot sur la boîte? C'est marqué Edison, et pas Ken. Il prend bien soin, comme à son habitude, de déposer un brevet. Mais parce que c'est moi le patron, et toi tu bricoles des trucs. Edison est toujours dans les bons. Parce que plus on en vend, plus on paye. Non, pas lui. C'est l'ami Edison. Comme ça je te traînerai en procès. Donc il se lance dans une guerre ouverte pour avoir le monopole du cinéma aux États-Unis. America for Americans. Contrat d'exclusivité. Tu veux apparaître sur toutes les vidéos. Mais c'est à cause de l'épisode off que j'ai fait sans toi, c'est ça? Mais t'avais disparu. Puis bon, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux, non? Eh, attends une minute. La partie s'engage à trouver un slogan ainsi qu'un générique de fin. C'est moi la partie. Non mais attends, mais c'est ringard un slogan. J'ai jamais signé ça, moi, mais ça sort d'où? Ah ah! Ouh! Bah il est où le contrat? Il a disparu? Quel dommage! Bon, moi je me tire. Tes méthodes sont discutables, Barnabé. Ha! Bienvenue dans Perf, et pour ce deuxième épisode, on va revenir au fondement des origines de Blabla, mais du côté des distributeurs de films cette fois. Et on va parler d'Edison. Et il est où ton pouvoir qui fait apparaître des trucs là? Nous avons vu précédemment qu'au départ, les producteurs vendaient leurs films aux salles pour un prix fixe et une durée illimitée. En 1907, les salles de cinéma se multiplient, mais pas le nombre de films. Ils deviennent donc plus rares et plus chers, d'autant plus que leur budget de production augmente. Les salles commencent donc à vendre et échanger les films entre elles. Un petit peu comme les enfants avec leurs cartes Pokémon. Pour tenter de réguler tout ça, des nouvelles sociétés se créent, des distributeurs qui achètent des films aux producteurs et les louent aux salles pour une durée limitée. Pendant ce temps, du côté d'Edison. Suite au succès des Lumières, Edison fabrique son propre projecteur de film, ses caméras et dépose tout un tas de brevets pour protéger leur technologie ainsi que le format de pellicule utilisé. Il produit également des films. Mais Edison n'est pas prêteur et il se dit qu'il n'a pas très envie de partager le gâteau avec ses concurrents. Il refuse alors de vendre ses caméras aux autres producteurs de films et les attaque à grands coups de procès s'ils les font importer de l'étranger, utilise des contrefaçons ou essaye même de distribuer des films. Tout ça pour s'assurer le monopole de la production et de la distribution du cinéma. C'est notamment comme ça qu'il a bouté les Lumières hors des États-Unis. Mais les procès ça coûte cher et c'est long. C'est pourquoi en 1908 il va passer à la vitesse supérieure et il va se rapprocher de plusieurs grosses sociétés de production pour leur proposer un deal. Il arrête les procès et en échange ils créent ensemble un trust. Un trust, c'est une grosse firme qui regroupe plusieurs sociétés leaders d'un secteur, en l'occurrence le cinéma, afin de maîtriser toute la chaîne de production des films, de la fabrication jusqu'à la vente. Pour plus d'infos, je vous renvoie à l'épisode off précédent. Bon écoute Barnabé, je vois bien que t'es pas content, mais bon... Réfléchis. On n'a qu'à considérer les épisodes off comme des spin-offs. Hein? Ça te parle ça le spin-off, non? Histoire de faire plus d'argent avec une licence. Bon écoute, voilà le deal. Tu me laisses faire les spin-offs, et en échange, je m'engage à trouver un slogan pour Perf. Ça te va? Bref, Edison crée donc la Motion Picture Patents Company, qui regroupe les trois principaux constructeurs de caméras et de projecteurs, Edison, Biograph et Vitagraph. Il s'associe avec quelques producteurs, parmi lesquels notamment Charles Pathé et Georges Méliès. Le MPPC, c'est un petit peu les Avengers du capitalisme. Un trust est dirigé par un petit groupe de personnes qu'on appelle des trustees. Dans le cas de la MPPC, il s'agit d'Edison et de quelques comparses. Les sociétés affiliées au trust délèguent entièrement leur gestion à ces trustees et leurs actionnaires continuent de toucher les bénéfices.
Il n'y a donc plus de concurrence. Les trustees coordonnent l'ensemble des sociétés, définissent leurs méthodes de travail et définissent leurs prix. Dans le cas de la MPPC par exemple, c'est Edison qui définit le prix auquel les producteurs vendent leurs films aux distributeurs. Avec tous ces acteurs, la MPPC détient la quasi-totalité de la fabrication des projecteurs aux États-Unis, ainsi que la grande majorité de la production des films. Et là, ça nous amène à une question. Aimez-vous les films de Scorsese? Si oui, réjouissez-vous, enfilez vos lunettes 3D, on va partir en immersion dans le monde merveilleux de la MPPC. Le Trust se rapproche de la majorité des distributeurs de films et des salles de cinéma afin de leur proposer une licence les autorisant à obtenir les films qu'ils produisent. Et la plupart acceptent, car un refus équivaudrait à se priver de la majorité des films produits aux États-Unis. Et c'est là que commence la première étape, l'extorsion. Barnabé, schéma. Chaque fabricant de projecteurs devra payer 5 $ à la MPPC par appareil produit. Les producteurs de films, quant à eux, reverseront 1/2 cent par pied de pellicule produite. Mais non, mais pas ce pied-là, ça n'a pas de pied une pellicule. C'est une unité de distance, ça vaut 30 cm. Les distributeurs paieront une licence de 5 000 $ par an, en plus de reverser une partie des recettes des films aux producteurs. Les salles de cinéma devront, elles, payer 2 $ par semaine pour obtenir les films, en plus de payer les coûts de location. Mais Edison se dit qu'il ne contrôle pas encore assez le cinéma, il enclenche donc l'étape 2, le rachat. La MPPC crée une filiale, la General Film Company, afin de contrôler la distribution cette fois. Elle va donc faire méthodiquement pression sur chaque distributeur en les menaçant de retirer leur licence. Elle va ainsi absorber la majorité des distributeurs des États-Unis, à l'exception de la Greater New York Film Exchange d'un certain William Fox. C'est Michael J. Fox. Sidney Fox. Fais très attention, Barnabé. La MPPC détient donc le matériel, les films et gère la distribution. Elle peut donc passer à l'étape 3, la standardisation. Edison s'est assuré par son monopole que tout le monde achèterait les films de la MPPC quoi qu'il arrive. Il va donc décider de réduire les coûts des films afin de faire plus de profit. La MPPC ordonne alors aux producteurs de réduire la durée des films à 200 mètres de bobine, soit à peu près 20 minutes, et de réduire drastiquement le cachet des artistes et des droits d'auteur. Et si un acteur n'est pas content, il aura bien du mal à aller voir un autre producteur puisqu'ils sont quasiment tous détenus par la MPPC. Cela a une conséquence directe sur les films qui deviennent plus courts et avec moins de budget. Ils finissent tous par se ressembler. La standardisation. Vient ensuite l'étape 4, l'exploitation. La MPPC fait un tri des salles de cinéma qui payent la licence pour projeter ses films. Elle établit une grille de tarifs pour la location des films en fonction de la taille de la salle, sa fréquentation et son lieu d'implantation. Immédiatement, les plus grosses salles les mieux placées paieront plus cher les films et rapporteront donc davantage au Trust. Le Trust décide donc de donner les nouveaux films à ces salles-là et les miettes aux salles les moins rentables, afin de maximiser le profit des meilleures salles. Les salles ne choisissent donc plus les films qu'elles veulent projeter. À ce stade, la MPPC a la main mise sur la production des films, leur distribution et leur vente en salle. Elle intente de nombreux procès à ceux qui ne respectent pas les règles, mais elle se rend vite compte que le système judiciaire n'est pas assez rapide. Elle va donc passer à l'étape 5, la meilleure. Elle fabrique sa propre police. Dès lors, la MPPC envoie systématiquement des hommes sur les plateaux de tournage afin de s'assurer que les producteurs utilisent bien les caméras et les pellicules de la MPPC à coups d'intimidation, destruction de matériel, de menaces physiques et autres joyeuseries. Ils feront de même avec les salles de cinéma qui hésitent à prendre la licence de la MPPC ou utilisent des projecteurs autres que les leurs. Et la légende veut que la MPPC ait soudoyé une maison close pour diffuser un film de William Fox pour avoir un prétexte pour lui retirer sa licence. Bref, rien de plus qu'un petit business géré à la sicilienne. Pour résumer la situation, Edison a créé une grosse société avec laquelle il s'est emparé de la fabrication des caméras et des projecteurs, la production des films et leur distribution. Il soumet tous les acteurs de l'industrie à sa volonté, formate les films pour qu'ils rapportent le plus possible et décide dans quel cinéma ils seront projetés. Le cinéma est tombé sous le poids du capitalisme. Enfin, c'est sans compter la résistance qui commence à s'organiser. Oh, j'ai une idée. N'oubliez pas que dans argent, il y a art. Le cinéma c'est bien, l'argent c'est mieux. Ouais, mais en fait c'est tout pourri. La MPPC a en réalité une faille, elle loue des films à la semaine. En 1909, il y a plus de 10 000 salles de cinéma aux États-Unis et plus de la moitié sont affiliées au Trust. Il faut donc renouveler chaque semaine les films de ces salles qui demandent de plus en plus de nouveautés. Bien vite, la MPPC est dépassée et ne peut plus produire assez de films pour contenter tout le monde. Ça laisse un peu de place à des producteurs indépendants pour produire et louer leurs propres films. De plus, les exploitants de cinéma, on dit exploitants parce qu'ils exploitent le produit, le film, pour générer de l'argent, se rendent compte que les spectateurs se fichent pas mal de qui a produit le film et qu'ils vont voir autant de films indépendants que de films produits par la MPPC. Ils vont faire un calcul très simple.
Puisque les films de la MPPC n'attirent pas plus de public et qui se ressemblent tous, alors privilégions les films indépendants qui sont plus diversifiés, ça plaira davantage à notre public. Et au final, ce sont des exploitants qui connaissent mieux les goûts du public, puisqu'ils sont quotidiennement en contact avec, et que bien souvent, ils viennent des milieux populaires tout comme leurs spectateurs. Parmi ces exploitants, il y avait notamment William Fox, avant d'être producteur, qui était vendeur de vêtements, ou les frères Warner qui étaient bouchers. Le métier, avec la viande. Il y a sûrement une blague à faire là-dessus, mais je trouve que l'info se suffit à elle-même. Les salles de cinéma commencent à diversifier leur programmation en se tournant vers les indépendants, ce qui crée une révolte interne au sein de la MPPC. Les producteurs ne supportent plus le formatage imposé par le Trust qui prônait la réduction des coûts et donc limiter la qualité des films, alors que le marché s'ouvrait aux indépendants avec un budget moins contraint. Par ailleurs, les banques commencent à s'intéresser au cinéma et financent la création de nouvelles sociétés comme celle de William Fox, appelée la Fox. Et là, ça commence à sentir le sapin pour la MPPC, parce que beaucoup de producteurs décident de partir et prendre leur indépendance. Et ils vont porter un autre gros coup au Trust d'Edison. Vous vous souvenez qu'on a dit que les spectateurs s'en fichaient pas mal de savoir qui avait produit le film. En revanche, ils commencent à voir apparaître des acteurs et des actrices récurrents. La MPPC ne créditait jamais ces acteurs afin de les garder dans l'anonymat pour éviter que leur cachet n'augmente. La logique du moindre coût, toujours. Afin de se démarquer, les producteurs indépendants commencent à créditer les acteurs pour les rendre célèbres et surfer sur leur renommée pour attirer des spectateurs. C'est le début du Star System. Un autre sujet passionnant dont on parlera dans un prochain perf. C'est Adolph Zukor, fondateur de la société Paramount, qui sera le fer de lance de ce système qui mettra à mal le Trust d'Edison. Finalement, c'est le gouvernement américain qui portera le coup de grâce en s'intéressant pour la première fois de l'histoire à l'industrie du film, en prononçant la dissolution du MPPC au nom de la loi antitrust qui vise à empêcher les situations de monopole. Le monopole capitaliste est enfin vaincu, et à partir de 1914, l'industrie du film peut enfin connaître une période de liberté et de prospérité grâce à ses nouveaux producteurs tels que Fox, Warner ou Paramount. Bref, tout est bien qui finit bien. Enfin, n'oublions pas que l'argent ne dort jamais. Eh, ça fera un super slogan ça, non? Ah, mince. Bon, en même temps, le film il est pas terrible. Hein.